Ihr Lieben, heute gibt es eine Premiere. Mein Frankreich macht jetzt auch Videos. Heute begrüße ich Maïr Cuvin, den literarischen Shootingstar aus Frankreich. Freut euch aufs Interview. Viel Spaß! Bonjour Maïr Cuvin, je suis enchantée que vous avez eu le temps de venir pour parler sur votre livre. C'est votre premier roman. Pourquoi avez-vous changé le titre entre le titre français et l'allemand? C'est pas moi qui ai choisi le titre allemand. C'est-à-dire que, il y a Aufbau, donc l'éditeur allemand, a fait des propositions de titres. Je crois que le titre Der große Bruder n'était pas disponible en allemand. Parce qu'il y avait... C'était le grand frère. Oui, oui, oui. Et dès lors, ils ont proposé d'autres titres. Et après avoir discuté, on a choisi celui-là. Et ce titre est apparu en 1900, c'est l'année dernière, n'est-ce pas? Ou il y a Oui, 2 ans? en 2017. Oui. Et vous avez gagné des prix immédiatement sans avoir écrit avant. Je n'ai rien trouvé avant sur publication, que dans le journal ou des journalismes, Oui. mais pas des romans ou des choses comme ça. Non. Et quand je regarde votre formation, vous êtes né à Nantes, c'est correct? Oui, c'est ça. Maintenant, vous avez 33 ans. Donc, oui, c'est ça. Et vous avez eu toute une formation de gestion, donc Oui. pas de littéraire du tout. Donc, c'est venu du ciel ou un coup de foudre, de passion? Non, je ne crois pas. En fait, je dirais que pour écrire, il n'y a pas besoin de formation. Et d'ailleurs, pour faire beaucoup de choses dans la vie, on peut se former par soi-même. Et notamment, en fait, pour moi, toujours me rassurer, je pensais aux grands auteurs. C'est-à-dire, il y a 150 ans, il n'y avait pas de formation d'écriture créative. Les gens lisaient et après, ils écrivaient. Et donc, moi, j'aime lire, j'aime le monde des arts, j'aime le cinéma, j'aime la photo. Mais je viens aussi d'une famille et d'une culture méditerranéenne, où on raconte beaucoup d'histoires. Et donc, je pense que j'ai appris de manière inconsciente des techniques pour raconter des histoires. Et comme je suis passionné par les livres, l'écriture, le discours, voilà, c'est venu comme ça, à force de travail, beaucoup de travail. Mais vous n'avez pas choisi le bac L, littéraire, mais ES, parce que vous avez trouvé, bon, les chiffres, ça donne peut-être plus d'argent quand on travaille, quand on bosse, et la littérature, ça reste une passion. Moi, vous savez, je pense que comme beaucoup de gens, en fait, je viens d'un milieu où, comment vous dire, le monde artistique, on ne se projette pas le monde artistique pour un métier. Et donc, quand on fait des études, on fait d'abord des études pour trouver un travail et gagner de l'argent. Ça vaut quand on vient d'un milieu populaire comme le mien, mais même dans beaucoup d'autres milieux, c'est comme ça. Donc, avant tout, c'est de pouvoir, comme on dit, reposer sur ses deux pieds, donc pouvoir vivre. Et puis ensuite, on voit si on arrive à faire autre chose. Voilà. Parce que moi, je trouve votre chemin extraordinaire, parce que j'ai lu que vous n'avez pas eu de nationalité française jusqu'à l'âge de 13, c'est juste? Oui, c'est ça. Et votre père s'est fui de la Turquie aux courtes? Je n'ai pas bien compris, donc c'était... Alors, pour vous expliquer, en 1980, il y a eu un coup d'État en Turquie. Mon père a quitté la Turquie, ma mère a été mise en prison comme à peu près 300-400 000 personnes, je crois. Ensuite, ma mère est sortie 2 ans plus tard. Elle a retrouvé mon père, qui était en Allemagne à ce moment-là, qui avait demandé l'asile. Ah, donc il a vécu en Allemagne, votre père? Oui. Et puis, quand ma mère est arrivée, elle a dit moi, je veux aller ailleurs. Ils étaient du côté de la Ruhrgebiet, et ça ne plaisait pas du tout à ma mère, l'environnement. C'est industriel quand même. Oui. Et donc, ils sont allés en France à la suite de ça. Et puis, à Paris, elle ne s'est pas plu non plus. Donc, ils sont allés à Nantes. Et il y avait de la famille déjà à Nantes? Pas du tout. Pas du tout. Donc, Pas du tout. C'était vous, votre frère peut-être, ou vous n'avez pas de frère? Non, Vous êtes moi, seul, je suis l'aîné et j'ai une sœur qui a 4 ans de moins que moi. Donc, l'histoire que vous avez publiée, ce n'est pas une réflexion autobiographique avec les deux frères? Pas du tout. C'est un travail autour de la famille, une réflexion autour des liens familiaux, à l'époque d'aujourd'hui et dans un contexte d'une famille franco-syrienne. Mais j'ai pas de frère. Voilà. Mais une sœur. Voilà. Mais je pense pas qu'on ait besoin de, vous voyez, avoir un frère, une sœur ou un père, ou d'avoir fait le tour du monde pour pouvoir le raconter.
D'ailleurs, quand on regarde la littérature ou le cinéma, Steven Spielberg n'est pas Indiana Jones, mais il raconte l'histoire d'Indiana Jones. Et puis, Jules Verne n'est pas allé au centre de la Terre. Il y a plein d'histoires comme ça où on peut inventer, on peut tirer de la réalité pour créer de la fiction. Donc c'est comme ça que je travaille. J'étais vraiment étonnée par l'approche très proche au sujet, parce que je pourrais m'expliquer que voilà, vous avez vu un nom dans un environnement un peu où il y avait d'autres migrants, où on parlait le français de la rue, donc Oui, un peu, je ne sais pas, comment est-ce que ça s'appelle, il a, c'est comme ça a argot, quoi. pas, oui, C'est une propre langue c'est un argot maintenant, d'aujourd'hui. C'est un argot argot d'aujourd'hui. d'aujourd'hui, Ouais. et on le retrouve dans votre livre. Et du coup, ça reste très très proche à la réalité qu'on voit en Syrie et tout ça. Donc je me demandais si jamais vous avez voyagé aussi en Syrie et que vous connaissiez le pays du tout ou pas du Oui, tout. en fait, j'ai passé un peu de temps en Syrie, mais en 2007. Donc il y a assez longtemps, donc je connaissais les paysages et c'est important de connaître les paysages pour pouvoir raconter la Syrie parce que si vous voulez, ça raconte beaucoup de choses. C'est-à-dire l'été, la chaleur permanente, puis c'est des grandes étendues désertiques. C'est pas le désert comme le Sahara, ce sont des déserts de pierre avec des petites collines et où il y a toujours du vent. Et donc on Oui, comprend pourquoi sur cette terre où les gens ont écrit la Bible et il y a beaucoup de saints et d'histoires religieuses, parce que ça s'y prête très bien. C'est-à-dire l'Égypte, la Syrie, tout ça, la chaleur, le vent, ça, ça donne un côté mystique. Voilà. quand on... Oui, j'ai remarqué ça parce que j'ai eu l'impression de vraiment voir le pays que vous avez décrit, et aussi les quartiers parisiens et les personnages, ils sont très très vivants, comme des amis que vous avez décrits de votre vie ou qui deviennent des amis ou des proches de la famille des lecteurs. Ça, je trouve très rare dans les livres, et donc j'étais étonnée que vous n'avez pas eu de formation littéraire ou... Mais c'est une très grande passion, et même avec la traduction que je trouve très très bien, j'ai lu la version française et aussi D'accord. la version allemande, et je trouve que c'est très très bien traduit. Ça reste très proche à l'argot qu'on parle dans les quartiers comme les vôtres. Et pendant la lecture, je me demandais quelle est l'invention, quelle est l'expérience que vous avez vécue, parce que c'est vraiment incroyable qu'on pourrait imaginer tout ça. Donc, je me disais, tiens, Ah tu oui. devrais être un Alors, peu... il y a beaucoup de choses dans le livre que j'ai vues, Oui, entendues. Il y a des choses que j'ai vécues aussi. Il y a des choses à partir d'histoires que j'ai entendues, que j'ai remaniées pour pouvoir la replacer dans la fiction. Euh, et si vous voulez, moi j'appartiens à une génération particulière en Europe, euh, qui est une génération qui s'est intégrée en réalité très vite. oui. Si on regarde l'histoire extrêmement longue, on regarde sur 500 ans, 800 ans l'histoire de l'Europe, et récemment je lisais l'arrivée des Huguenots, des Français à Berlin Oui. au XVIIe siècle. On est migrants partout en Voilà, Europe, mais c'est... les Voilà. Huguenots ont mis beaucoup de temps à s'intégrer. Et Oui. d'ailleurs, il y a eu beaucoup de problèmes. Finalement, ils ont réussi à s'intégrer. Je lisais l'histoire de l'arrivée des Allemands catholiques en Lorraine, suite aux guerres religieuses au Moyen Âge. C'est pas des intégrations très faciles comme ça où les gens arrivent. Ça prend du temps, il y a des conflits, puis ensuite, il y a des manières d'apaiser les choses. Donc, je fais partie de cette génération qui s'est intégrée, en tout cas dans les familles, se sont intégrées très vite, notamment par le travail. Mais aussi, je fais partie d'une autre génération qui a, qui a connu Internet à l'âge adolescente. Et donc, la profusion d'informations et l'accès à beaucoup de choses très vite, très facilement. Mais j'ai aussi connu l'ancien monde, c'est-à-dire un monde où on n'avait pas Internet. Et je pense que ça m'a permis en fait de connaître le monde que j'évoque dans le livre et le monde dans lequel je suis actuellement. Parce qu'on peut voyager de l'un à l'autre, on peut découvrir énormément de choses. C'est comme ça que j'arrivais un peu à expliquer comment j'ai pu raconter ce monde. Parce que si j'étais Oui, toujours dans ce monde-là, j'aurais pas pu vous le raconter, oui, de voilà, fait. vous n'auriez pas. Hors de ça, hors de cette côté ou contexte actuel avec la Syrie et la France, je trouve aussi c'est aussi un parable du développement des adolescents, de trouver le rôle masculin dans une société aujourd'hui. Et aussi, c'est une histoire, quand j'ai lu le livre, j'ai eu l'impression que la relation père et garçon, c'est un autre thème qui est un sujet général, humaniste, Oui. hors
de ce contexte. Donc, c'est une chose que vous avez expérimenté aussi, cette relation difficile ou compliquée, ou entre loyauté et responsabilité comme aîné. Oui, en fait, ça fait un moment en France quand même qu'on sait que une partie des problèmes de délinquance des garçons, ou en tout cas de problèmes d'identité masculine ou de violence, viennent du fait du rapport au père, notamment quand le père est au chômage, notamment. Euh, et j'ai voulu travailler en fait cet axe-là, c'est-à-dire j'ai voulu travailler sur l'axe père-fils. C'est pour ça que la mère n'est pas là dans le livre. Et, et notamment, ce qui m'intéressait, c'est de montrer un père qui en fait a émigré en Europe pour donner un avenir à sa famille et qui était confronté à cet échec, en tout cas selon lui, c'est-à-dire au fait que ses enfants fassent autre chose. Parce que c'est une situation qu'on voit souvent. Et c'est une situation qui est profondément humaine, c'est-à-dire qu'on soit immigré ou peu importe. Euh, Quand les parents font un enfant, ils lui donnent un nom et ils lui imaginent une vie. Donc en fait, ils écrivent une fiction pour cet Oui, enfant. voilà. Ils disent tu t'appelleras Maïr ou Ilke. Et Maïr, ça veut dire quelque chose? Oui, et Maïr, ça veut dire habile, rapide. Voilà. Ah, ok, c'est bien. Vous êtes rapide. C'est donc, c'était quand que vous avez dit, bon, j'aime bien la littérature, mais maintenant, c'est moi qui viens d'écrire, hein. Il y avait un moment d'initiation ou de... Oui, en fait, je parais pas comme ça, mais d'un point de vue artistique, j'ai pas beaucoup confiance en moi. Donc, j'ai rencontré un éditeur, un peu par hasard, qui avait lu ce que j'avais fait avant. C'était Pour le journal que vous avez travaillé, c'était Euh, plutôt gérant quand même. oui, oui, C'était oui, oui, pas oui. côté économique Mais où moi, vous avez écrit. j'aimais bien écrire des Kurzgeschichte, des histoires. Et il en avait lu quelques-unes et il avait trouvé ça bien. Et il m'avait dit continue, continue. Et Est-ce puis qu'ils sont publiés, vos non, histoires? non, 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 non. Je euh, je les écris pas forcément pour les publier, je les écris pour les garder. Ah, C'est-à-dire des ok. fois j'ai des idées et je me dis si je les écris pas, elles vont disparaître. Et c'est ça qui est terrible avec les idées, c'est que si on les écrit pas, elles disparaissent. Elles viennent, elles repartent. Si on n'arrive pas à les retenir, voilà. Et puis il en a lu quelques-unes et il m'a dit tu devrais écrire un livre. Donc j'ai essayé plusieurs histoires. Et puis Donc ça, finalement, c'était il y a 3 ans, 2 ans, il y a 4 ans? en 2014, donc maintenant 2014. ça fait 5 ans. Mhm. Et donc entre le moment où j'ai rencontré cet éditeur et j'ai commencé à travailler de manière plus sérieuse et la sortie du livre, il y a eu 3 ans. Voilà, à peu près. Et maintenant, vous avez raconté que vous travaillez sur un deuxième livre. Oui. Et c'est sur quel sujet? Alors oui, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Paul Chance Ah bon, et à la vôtre. à la vôtre. Et donc c'est l'histoire d'un homme qui un matin se réveille dans un monde dirigé par des femmes. Par les femmes. Oui. Donc, c'est votre ami qui dirige votre vie? Votre copine a Non, un c'est cours, hein, c'est encore différent. c'est encore différent. C'est encore différent. C'est un monde très différent où les familles ne sont pas constituées de la même manière. C'est un monde où il n'y a pas de mariage, par exemple. Mais il existe encore des familles ou toutes les Oui, structures oui, sont... il existe des familles, mais les familles ne se lient pas par le mariage. Voilà, le monde est construit très différemment. Et vous avez eu cette idée... Ici, à Hambourg, Hambourg a inspiré votre oui, deuxième livre? j'étais assis à l'Alster Park, et je regardais le lac, et j'ai vu deux cygnes Des signes? parler, et oui, des cygnes, et puis je me suis dit, et puis j'ai commencé à réfléchir en me demandant est-ce que les animaux sont amoureux, est-ce que les animaux se marient, et puis mais vraiment comme un enfant. Et puis petit à petit est venue cette idée, et voilà. Vous savez pourquoi Hambourg a des signes? Non, je sais pas. Parce que le cygne, c'est un emblème royal. Ah d'accord. Et donc, il y a 500 ans, il y avait le roi Louis XIV qui a introduit des signes à Versailles. Et Hambourg, à ce temps-là, c'était une république. Oui. Et pour montrer la fierté de la République, ils ont aussi introduit des signes. Ah, Et chaque hiver, ils sont transportés et hébergés pour la nuit et pour le froid et tout l'hiver. Et tout le printemps, ils ressortent d'accord. quand il ne fait pas si froid encore. Donc les signes, pour les Hambourgeois, c'est un symbole plein... De souveraineté. oui, c'est plein de fierté. Ah voilà. Et donc maintenant, vous restez à Hambourg, vous installez votre vie ici. Yeah. Super.
Et donc, le Aufbau Verlag, comment est-ce qu'il a découvert Ça, c'est pas moi ce sont les éditeurs qui Oui, ce travaillent sont entre des eux. coups de... Parce que Voilà. j'ai vu, dès l'apparition, c'était comme un coup de feutre. Avant, c'était personne vous connaissait. Et puis, le livre est sorti. Et puis, c'était pouf, 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 YouTube, télévision, presse, des prix. Vous avez Oui. gagné tant des prix. Donc, Ouais, donc c'était le prix Goncourt pour le premier bah, ça a livre. commencé. En fait, j'ai eu un livre, un prix en Belgique d'abord, Ah, ok. le prix de la radio et de la télévision belge, qui s'appelle le prix Première. Et ensuite, j'ai eu un autre prix en France, le prix Régine de Forges, et puis le prix Goncourt du premier roman. Et ensuite, j'ai eu un prix de l'Organisation de la francophonie pour la langue française. Voilà. Et donc, d'un coup, tous les mois, il y avait un prix après. Voilà. Et, c'était marrant. Et donc, pour imaginer votre vie maintenant, c'est vous apprenez l'allemand, vous vivez ici Oui. sur Hambourg, travaillant sur votre livre. Ouais, also, ouais. Et donc, ça marche bien de vivre comme une profession libre avec le succès de votre livre ou... Pour le moment, je suis ici. Donc, je ne voulais plus retourner à la gestion et des affaires. Non, je sais pas, parce que moi, j'aime bien le monde du travail. Vous voyez, je trouve que le monde du travail, c'est pas que le travail. C'est avoir des relations sociales avec les gens, c'est rencontrer d'autres personnes. Donc, c'est important pour d'avoir le temps de vraiment vivre, de faire des relations avec des gens. Oui, pas c'est seulement important. de bosser. C'est important. Mais je pense que, vous savez, beaucoup de gens vont travailler aussi pour ça. Parce qu'il n'y a pas que gagner de l'argent ou s'occuper. Il y a, on a une bande d'amis, les collègues sont des amis. Donc, oui, pour ça, moi, c'est important. Puis, je me sens. En fait, quand j'écris, je me sens vraiment vivre. Mais quand je travaille aussi, je me sens vivant. D'une autre manière. Donc, pour le moment, ich bin Hausmann in Hamburg. Ich mache jeden Tag 3 Stunden Deutsch Unterricht. Dann schreibe ich ein bisschen. 4 Uhr, 4 Uhr. Ich lese und korrigiere meine Schreibung. Also, Sie schreiben jeden Tag? Ja, jeden Tag. Mindestens 1 Stunde. Also ganz, ganz diszipliniert. Ja, es ist sehr wichtig zu diszipliniert sein. Aber 1 heure suffit tous les jours. Déjà 1 heure. Parce que c'est comme un sport. Le cerveau, c'est comme un muscle. Plus on s'entraîne, et plus il fonctionne bien, vite, il fait des connexions. Et surtout, ce qui est important, c'est que quand on travaille un texte, il faut être dans le texte. Et donc, si on ne travaille pas tous les jours, on sort du texte. On fait une pause, on sort, on sort du texte. Donc, si on fait une pause, moi, je fais des pauses volontaires pour justement oublier mon texte et pouvoir revenir dedans avec un œil neuf. Mais travailler tous les jours, que ce soit sur un texte ou pas, écrire tous les jours au moins 1 heure, c'est comme ça qu'on progresse. On s'améliore, on trouve de nouvelles idées. Et je crois beaucoup à ça, moi. Je crois qu'on trouve des idées en travaillant. C'est-à-dire que parfois les gens me disent oui, mais quand tu n'as pas d'idée, comment tu fais? Je leur dis je vais me promener. Mais en fait, en me promenant, je réfléchis. En fait, je vois des choses, où je vais au café, je regarde quelqu'un, et puis j'essaie d'imaginer sa vie, et là, des idées viennent. Voilà, donc là, en ce moment, la vie, c'est pas mal. Surtout de retourner à l'école, donc d'apprendre des choses. Je trouve aussi, on se sent vraiment vivre, on se sent rajeunir d'ailleurs d'apprendre à nouveau. C'est vraiment... Puis il y a une classe, et tout le monde est adulte dans la classe, donc on se fait des amis. C'est sympathique, c'est très sympathique. Oui, je peux bien comprendre ça, parce que quand je n'avance pas, je sors, je fais une rando, et puis après, j'ai des idées. Hein. Oui. Donc je peux bien comprendre le procès. En retournant au livre, oui. Il y a 2 frères. Est-ce qu'il y a un frère lequel vous trouvez plus proche que vous, à vous? Donc c'est le grand frère, le petit frère, c'est le père? Non, pas vraiment. Pas vraiment. En fait, ce sont des personnages que j'ai créés et que même je les ai sculptés. Donc vous faites une liste, disons le grand frère c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc vous les structurez ou comment vous travaillez? C'est pas exactement comme ça. Alors, je pense que chaque auteur a sa méthode.
Moi, je travaille en parallèle la structure de mon histoire avec mes personnages. Et au fur et à mesure que les personnages ou la structure avance, je corrige l'un et l'autre. C'est comme le mécanisme d'une horloge, vous voyez, d'une montre. Euh, et ça me permet de rendre l'histoire réelle, crédible. Et donc, je crée aussi tous les personnages secondaires à côté. Euh, et puis, donc, non, je me sens très proche de cette famille. C'est des gens que j'aurais aimé connaître d'ailleurs. Oui, voilà, parce Voilà. qu'ils sont des vrais caractères proches. Par exemple, moi, je suis une fille aînée, donc j'ai bien compris le grand frère, hein, avec toutes les réactions autour de petit frère, hein, quand ils étaient fâchés, leur dialogue, leur interrelation en attendant un peu d'amour ou de confirmance de l'autre, l'un et l'autre. Donc, moi, je pensais que c'était très bien décrit comme ça, comme le système entre les deux frères, comment c'est concurrence et aussi l'amour Oui, l'un pour l'autre, la passion, la solidarité autour de ça, et aussi comment on se débrouille dans la vie, hein. oui. Parce que je trouve, voilà, c'était bien la réalité, mais peut-être vous avez su le bien décrire parce que vous avez fait beaucoup des jobs dans votre éducation, n'est-ce pas? J'ai lu que vous avez vendu des fleurs de mai et Oui, des oui, choses oui, oui, comme oui, ça, oui, et oui. c'était une liste Mais je trouve, en tout cas, tous ces petits jobs. Moi, je suis quelqu'un de très, très curieux. Je m'intéresse beaucoup. Et donc, que ce soit dans des petits jobs ou en rencontrant des gens, j'essaie de comprendre leur vie. Et en fait, pour créer ces deux frères, je me suis inspiré de deux personnes que je connais, Ok. qui sont deux frères que j'aime beaucoup, qui et en même temps s'adorent et en même temps peuvent se détester. Et ça fonctionne toujours dans une relation d'amour et de haine permanente, mais ça se maintient. C'est-à-dire que et c'est assez touchant à voir. Donc, j'ai pas raconté leur Donc, quand vie à ils ont eux, lu mais leur livre, ou, la livre 2, donc ils se sont reconnus un peu non, ou pas du je tout? leur ai pas dit. Je leur ai pas Ok, dit. ils ne le savent pas. Ils le savent pas. Peut-être qu'ils se sont reconnus, je pense pas. Mais je me suis inspiré, en tout cas, eux, leur vie est très simple à côté, hein, Oui. mais à côté de ce qui se passe dans le livre. Mais voilà. Une chose que je remarquais ou j'ai lu plusieurs fois dans les entretiens après, c'était qu'à l'âge de 18, vous avez eu en marre de Nantes, vous voulez quitter la vie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a un an qui vous avait fait fuir? Il y a plusieurs choses. Je peux vous le dire sans phare, hein. Premièrement, j'avais envie de quitter ma famille parce que j'avais besoin d'espace. Puis toujours la curiosité qui m'appelait, qui me disait vois autre chose, découvre autre chose. Ensuite, Nantes c'est grand et en même temps c'est petit. Donc en fait j'avais l'impression de toujours avec les mêmes personnes tout le temps. Or, et j'avais l'impression qu'en dehors de Nantes il y avait un autre monde qui vivait et qui ne demandait qu'à être découvert. Et la dernière chose, mais qui en fait qui est toujours la même, c'est que mes parents sont originaires de Turquie, et donc j'étais quand même un petit peu dans la communauté turque, et j'avais envie de quitter ça, c'est-à-dire parce que il y a des atouts à être dans une communauté, c'est rassurant, Mais c'est aussi contrôle, hein. mais c'est un contrôle, et puis ça enferme, et puis on a peur du moindre geste en disant mais que va dire l'autre, etc. Donc que ce soit la communauté turque ou les gens de votre lycée ou les personnes avec qui vous faites du sport, en fait ça reste des communautés. Et j'avais envie d'un peu de prendre de la distance et de quitter Nantes. Et donc de Nantes, vous êtes allé directement à Paris. Non, j'ai passé 2 ans à Angers. Ah, ok, J'ai à passé Angers 2 ans pour à Angers. l'université Oui, ou... pour l'université. Oui. Dans une critique pas positive sur votre livre, l'homme a dit que il a étudié la gestion, maintenant c'est le marketing trend, la migration, le thème de la migration, donc il a bien su prendre ce Ah, chemin. j'ai pas lu ça. Ah oui, C'était où? donc je me disais, tiens, je vous confronte à ça. Qu'est-ce que vous direz à ce monsieur? C'était où ça, cette critique? C'était dans un jour, l'Indépendant, dans le Sud. C'était un journal du Sud. Parce que moi, j'habite au PO. C'était la première fois que j'ai vu le criticisme. Et c'était au Midi Libre, quelque chose, dans un Ah, journal du d'accord. Sud. Ils ont dit, bon, c'est bien d'exploiter comme gérant l'idée de la migration pour faire un roman qui fait le basse.
C'était D'accord. décrit comme ça, donc c'est pas... Bah, si j'avais voulu vraiment gagner de Oui. l'argent, moi qui ai travaillé dans l'édition, en France, on sait une chose. Oui. Si vous faites un roman où vous racontez déjà votre propre vie Oui. et vous parlez de votre grand-mère, Oui. vous vendez beaucoup de livres. Ah, ok, Et donc la grand-mère, c'est toujours qui se vend bien. le thème de la grand-mère se vend très bien. Donc, moi, je n'ai pas fait un livre sur le thème de ma grand-mère. Non, en fait, à l'inverse de ce que dit le critique, Oui. j'ai voulu prendre un sujet justement qui est très difficile à vendre. C'est-à-dire, c'est un thème familial, mais c'est un thème, on parle de terrorisme, on parle de gens qui sont partis en Syrie, on parle d'immigration. Ce ne sont pas des sujets très vendeurs en réalité. Ce sont des sujets, si j'étais homme politique, Oui. si j'étais un homme politique, ça marche très bien en politique. En littérature, en ce moment, un peu moins. Donc non. Et puis, la langue que j'utilise en français n'est pas une langue reconnue en littérature. Oui, C'est une voilà, langue qui est c'était la reconnue. première fois que vous avez vraiment fait introduire la langue des migrants des banlieues dans la littérature. De la jeunesse, ouais. De la jeunesse. Ouais. Donc c'est la langue de la jeunesse ou plutôt... C'est la langue de la jeunesse, ouais. C'est la donc langue aussi de la des jeunesse. jeunes, n'importe quel quartier Oui, parle comme ça. oui. Ah, ok, je ne savais pas. Maintenant, oui. Donc. Maintenant, oui. Ce qui était mon cas déjà il y a 15 ans et ce qui est le cas aujourd'hui, mais qui n'était pas vraiment entré en littérature. Ouais. Et donc votre livre est lu aussi par les jeunes? Ça touche les jeunes? Oui. Alors, ce qui est Parce drôle, que souvent la littérature ne touche plus aux jeunes, non? c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que moi, à mon époque non plus, les jeunes ne lisaient pas beaucoup quand j'avais il y a 15-20 ans. Mais en fait, il y a quand même des jeunes qui lisent beaucoup de BD ou des romans écrits pour eux. Mais là, ce qui est marrant pour Grand Frère, c'est que c'est très large en fait le lectorat. Et les jeunes viennent pour la langue souvent, plus que pour les thèmes. Et par rapport aux adultes, les jeunes sont très très choqués par le roman. C'est-à-dire qu'ils trouvent que le roman, ils disent c'est un roman dur, alors que les adultes, beaucoup moins. Et parce que je pense que quand on est adolescent encore, on n'est pas préparé à tout ça. Je le trouvais assez dur et très, très direct, mais je disais, bon, c'est plutôt quelquefois une pièce de journalisme que de roman, je trouve. Oui. Quand le petit frère était en Syrie et travaillait là, comme médecin soignant, tout ça, je disais, bon, ça c'était un peu dur, hein. Donc c'était difficile à imaginer que ça soit seulement imagination. C'était peut-être dans la famille ou pas, je ne sais pas. Donc c'était impressionnant, j'ai bien aimé. Et donc, donc c'est juste peut-être que vous expliquez la moitié de l'humanité, c'est le titre de votre nouveau livre. Oui, moitié d'humanité. Moitié de l'humanité. Ouais, le prochain. Alors, et donc, c'est prévu pour apparaître quelques mois ou avec quel éditeur? Toujours en France. En France, ça sera les éditions Philippe Ray. Ok, la même édition alors. Oui. Et je pense peut-être dans 1 an, quelque chose comme ça. Vous allez écrire une pièce sur Hambourg aussi? Oui, je pense, oui. Vous êtes déjà inspiré par la ville? J'ai commencé à écrire une histoire qui se passe à Hambourg. J'ai trouvé une histoire comique. Racontez-moi. Ça s'est passé à Winterhude, à côté de chez moi. C'est une dame qui emmène son enfant au Kita, au kindergarten, et elle l'emmène avec un petit vélo, vous voyez, un vélo pour enfants. Et un autre enfant prend le vélo de cet enfant, parce qu'ils sont au Kita, ils sont petits, et l'autre enfant, ils se battent. Et la dame vient au Kita et appelle la police. Non. Si, elle appelle la police. Pour des enfants qui se battent? Oui, pour des enfants qui se battent. Et j'ai trouvé cette histoire extraordinaire. Donc je me suis dit, il faut que je retrouve cette femme et il faut qu'elle me raconte, elle, l'histoire et que je comprenne pourquoi elle a appelé la police. Parce que je trouve ça fascinant. C'est hors de norme. C'est hors norme, mais je pense qu'à partir de là, on peut écrire une très bonne histoire. Mais en fait, pour pouvoir mieux raconter Hambourg, il faut que je parle mieux allemand encore, pour pouvoir interviewer les gens, comprendre leur vie. Je cherche aussi les différences, les choses qui me surprennent par rapport à la France. Et ça, j'ai du mal à trouver. Vous trouvez c'est proche l'Allemagne et la France en caractère? Très loin et très proche, mais c'est très proche.
quel est très proche et quel est le plus éloigné dans la Le très livre? proche, c'est qu'on est en Europe. Et Oui. pour vous dire ça, c'est que j'étais à Madagascar récemment. C'est très très différent. Enfin, Oui, et ma famille vient de Turquie. mais... C'est aussi l'Europe en réalité, mais c'est différent encore. Donc c'est très proche pour beaucoup de choses. Vous voyez, le respect de la loi, la distance dans les relations humaines. C'est pas le cas en Turquie. En Turquie, on noue très vite des amitiés, très très vite. C'est moins le cas en France et en Allemagne. Donc il y a des choses très 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 proches. Le goût pour la culture, par exemple. Donc ça c'est vrai à Hambourg, je pense, peut-être pas partout, mais donc ça là-dessus c'est très proche de Paris. Après il y a d'énormes différences, c'est-à-dire que par exemple, C'était la meilleure différence que vous avez c'est le remarquée? rapport à la liberté. C'est-à-dire Ah oui? que ouais On est très obéissant, quoi. non, c'est pas ça. C'est que je vais faire une réponse un peu intello, mais Oui. qui raconte beaucoup de choses. J'ai l'impression, je suis pas ni philosophe, ni sociologue, ni économiste, mais j'ai l'impression, les Français ont un rapport très inverse à la liberté par rapport aux Allemands. C'est-à-dire que les Français, ils ont un rapport négatif à la liberté. Quand je dis négatif, c'est qu'ils attendent qu'on leur dise ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Pardon, ce qu'ils ont le droit de faire. Ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Alors, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. En Allemagne, on définit le cadre de la liberté. On dit, voilà, ici, vous pouvez faire comme vous voulez. Et après, les Allemands font. Et par contre, il y a ce qui est total verboten, c'est-à-dire on passe pas au feu rouge et plein d'autres choses. Et ce que j'aime moi dans ce rapport à la liberté en Allemagne, c'est que les choses insignifiantes où on dit c'est interdit, les gens respectent parce qu'ils considèrent que c'est insignifiant, mais ça facilite la vie. Et par contre, pour beaucoup de choses où en France tout est compliqué, en Allemagne c'est très très simple, très facile. C'est-à-dire que du moment qu'on respecte, ça fonctionne et donc on jouit d'une liberté très différente. Et ça, j'arrive pas encore à bien l'expliquer et comprendre d'où ça vient. Je sais qu'il y a quelque chose qui vient du protestantisme, mais aussi du fait que c'est un État qui est un État fédéral. Et Hambourg aussi c'était une ville qui a une république assez ancienne. Et donc le rapport à la liberté est très différent. Nous, vous savez, le président, c'est encore une sorte de roi. Et les gens pensent que c'est Dieu, c'est-à-dire qu'il peut tout faire. et qu'on va taper dans les mains et que la route va s'améliorer, et que les impôts vont être payés, etc. Donc ça, c'est très très différent. C'est très différent. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'aspects, c'est plaisant de vivre en Allemagne parce que la vie est simple. Vraiment, je parle quand on travaille, quand la vie est facile. Alors après, on peut parler de la douceur de vivre en France. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais ici, la vie est facile. Vraiment, je trouve que la vie est facile. Voilà, super, merci d'être venu. Ça ferait grand plaisir. Et Ouais, merci de m'avoir invité. voilà, et si jamais vous écrivez quelque chose sur Hambourg, je serais ravie de le lire. Ah bah oui.